Alors, je m'appelle Dominique Bourg, je suis professeur à l'Université de Lausanne, faculté des géosciences et de l'environnement. L'Université de Lausanne est en Suisse, sur les rives du lac Léman. Comment j'en suis venu à traiter des questions environnementales? Ça n'a pas été à l'origine de mon travail, même si sur un plan de sensibilité personnelle, je pourrais remonter plus haut. Et effectivement, j'ai des lectures qui m'ont quand même relativement marqué, surtout très jeune étudiant, mais les premiers sujets sur lesquels j'ai travaillé n'avaient rien à voir avec l'environnement. Je me suis beaucoup intéressé, c'était le sujet de ma première thèse, une thèse qui portait à la fois sur le jeu entre le langage et la religion, mi-chemin entre une philosophie du langage et une philosophie de la religion. De toute façon, c'était un jeu avec Kant et Hegel où je montrais que finalement le discours, c'est un peu comme la dialectique des limites chez Hegel, c'est-à-dire à la fois ça nous enferme, mais en nous enfermant, ça fait signe vers un dehors radical. Donc j'avais essayé de théoriser ça. Petit à petit, j'en suis venu à aborder des questions qui me passionnaient avant, en dehors de ces questions-là, qui étaient des questions de philosophie des techniques. Et je dirais les deux, m'être intéressé à la philosophie de la religion et m'être intéressé à la philosophie des techniques, c'était en fait travailler de backgrounds qui sont très importants dans les questions environnementales. Si l'on veut comprendre pourquoi nous en sommes venus là où nous en sommes, en termes de difficultés environnementales, la généalogie religieuse et métaphysique est quelque chose de déterminant. Et puis effectivement, il y a une sorte de passage de relais entre religion et technique. Donc avoir travaillé sur les religions et sur la technique, c'était effectivement quelque chose qui me préparait à aborder les questions environnementales. Le premier livre que j'ai publié hors philosophie de la religion et du langage, c'était L'homme artifice. Et justement, ça se terminait sur la question des limites et la question de l'environnement. Et puis depuis lors, c'est vraiment les sujets que j'ai labourés. Alors à différents niveaux, je me suis tout d'abord forcément, venant de la philosophie des risques, je me suis beaucoup intéressé à la question justement, venant de la philosophie des techniques, je me suis beaucoup intéressé à la question des risques. Et c'est quelque chose que j'ai pas mal labouré. De ce fait, je me suis intéressé à la question du principe de précaution. S'il y a vraiment un principe difficile à comprendre, qu'on comprend en général de travers, mais avec une obsession tout à fait déterminée, c'est bien le principe de précaution. Et comme vous le savez aujourd'hui, c'est une espèce de mantra dans certains milieux que de le rejeter, que de le critiquer, d'ailleurs sans savoir vraiment de quoi on parle. On lui prête des effets tout à fait ridicules compte tenu de son usage extrêmement restreint. J'ai petit à petit, à partir de là, voyant monter justement la question des risques environnementaux, voyant que plus le degré de risque augmentait et finalement par certains côtés, pourrait presque-t-on dire, moins nos réactions étaient à niveau, j'en suis venu à m'intéresser à la relation entre les institutions politiques, la démocratie et les sujets de long terme et les grands problèmes globaux environnementaux. Ça fait maintenant peut-être une quinzaine d'années que je réfléchis aussi beaucoup sur ces sujets-là. En venant là, ça m'a permis finalement après d'élargir un peu mon spectre, de m'intéresser à l'évolution des idées écologiques, à l'histoire de ce qu'on appelle la pensée écologique. Ça, c'est aussi un type de question que j'ai beaucoup travaillé. Alors, du coup, si je veux vraiment résumer, on aurait la question du risque, la question de l'interface institution démocratique, débat public, etc., question environnementale, et puis un arrière-plan concernant l'étude de la pensée écologique, l'étude de l'évolution de l'écologie politique, etc. Et puis finalement, au bout du compte, j'ai ajouté un quatrième thème que je travaille de plus en plus aujourd'hui, c'est le lien spiritualité-écologie. En fait, j'étais parti de ça et j'y reviens. Et effectivement, il y a un lien extrêmement fort et dans la généalogie de nos problèmes
et aussi dans la façon dont on pourrait prendre le sujet aujourd'hui. C'est le vieux texte de Lynn White qui avait été c'était tout d'abord une conférence de 66, publiée dans Science en 67, sur les racines historiques de, entre guillemets, on le verra tout à l'heure pourquoi, notre crise écologique. Et effectivement, lui-même rappelait à quel point ce qui nous a fait basculer dans la modernité est, je dirais, un changement de regard sur le donné en général. C'est-à-dire que jusqu'au XIe siècle, en fait, le donné est intéressant pour lui-même, il est ce par quoi on peut accéder à Dieu, par certains côtés, en tout cas il a un lien avec le divin, et le donné mérite en lui-même respect. C'est ce fameux passage de la Genèse où, après avoir créé le monde, mais avant d'avoir créé l'homme, Dieu est tout à fait content de lui et dit « cela est très bon ». Et si c'est très bon avant la création des êtres humains, bien c'est précisément parce que toute chose a une valeur, les écologistes diront après, une valeur intrinsèque indépendamment des usages humains. Et donc ça pour moi c'est vraiment très important de comprendre la bifurcation qui a lieu à un moment donné de l'histoire et comment aujourd'hui, si l'on veut précisément essayer alors de sortir de notre impasse, on y verra peut-être que c'est pas tout à fait possible, mais en tout cas imaginer une forme de reconstruction derrière, on ne peut pas ne pas reposer cette question du donné et du coup la question de la spiritualité qui lui est très directement liée. Parce que imaginer que le donné a une valeur en lui-même et qui vaut indépendamment du fait que l'on peut le transformer techniquement, ça s'appelle tout simplement la contemplation. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et c'est parce qu'on a perdu toute forme de contemplation, c'est parce que c'est devenu même une espèce de rejet radical. Le donné ne mérite la moindre dignité que pour autant qu'il est destiné à être transformé par les hommes. Vous savez, ce passage, où, je ne sais plus si c'est Kant ou Hegel, mais qui compare la voûte céleste avec n'importe quel paysage humain, et évidemment, la voûte céleste n'a aucun intérêt. La seule chose qui compte, c'est ce que les hommes sont capables de faire, c'est la transformation du monde via l'histoire. Et donc là, on a vraiment l'origine de toutes nos difficultés. Donc voilà, grosso modo, l'espèce de parcours que j'ai fait sur une trentaine d'années. Alors, qu'est-ce qu'un risque environnemental? En quoi est-il distinct des autres catégories de risques? Je crois déjà qu'il faut commencer par distinguer risque naturel et risque technologique. On a un risque naturel lorsque la source du danger, le mécanisme qui va conduire à un danger, pour autant qu'il y ait une exposition humaine, est un mécanisme qui est indépendant des activités humaines. Il y a risque technologique lorsqu'au contraire, ce sont des activités humaines, des activités techniques qui vont indirectement conduire à un dommage possible, qui vont engendrer des dommages possibles. Et là, on est effectivement du côté du risque technologique environnemental, c'est-à-dire que, par exemple, si on a une explosion d'une installation dans une usine et que ça reste confiné, on a un risque technologique pur. Maintenant, imaginons que ce risque technologique débouche sur des émanations qui vont s'étendre très dangereusement et sur une zone beaucoup plus large. Là, on va commencer à avoir un risque environnemental. Et puis, si on est par exemple du côté du changement climatique, eh bien, il y a un effet de nos techniques sur un certain nombre de dispositifs naturels et qui, effectivement, pour autant qu'ils vont être infléchis, perturbés, bougés, bousculés par ces actions humaines, technologiquement médiées, eh bien là, on va avoir un changement beaucoup plus important dans le milieu. Si on parle de changement climatique, alors cette fois-ci, justement, on va passer d'un risque environnemental circonscrit, Céveso, etc., à un risque beaucoup plus global qui va commencer à toucher la question de la biosphère. Donc si je reviens au risque environnemental, c'est une sous-catégorie du risque technologique. Alors, sous-catégorie en un sens, puisque effectivement, il y a la catégorie plus générale des risques technologiques, et dans cette catégorie, il y a une sous-catégorie, mais en fait, qui en termes de puissance fait qu'on peut changer, on va y revenir, d'échelle par rapport au risque technologique, qui va faire qu'effectivement, les effets d'une action technique, en bousculant certains mécanismes du milieu, vont susciter une hauteur de dommage à ce qui peut aller jusqu'à, on va y revenir, à une dimension transcendantale. Mais voilà, ça c'est ce qu'on peut appeler le risque environnemental. Il peut rester circonscrit,
Imaginons par exemple alors évidemment le caractère circonscrit étant très variable, imaginons un accident nucléaire. On a des échelles d'espace où on va avec des degrés d'exposition qui vont être divers, mais ça peut être très 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 large. C'est le fameux nuage de Tchernobyl qui traverse la frontière française, en dépit des autorités françaises. Et puis on a des effets beaucoup plus lourds là où l'accident a eu lieu, et on a aussi la même chose, le même type d'échelle avec le temps. C'est-à-dire qu'on a, ça peut être déjà une caractéristique du risque environnemental, bien, on est sur des échelles de temps qui peuvent être des échelles longues. Donc le risque environnemental, encore une fois, c'est une forme de risque technologique. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et là on va y venir tout de suite, eh bien, c'est que par certains effets, on va même devoir à un moment donné sortir de la catégorie même de risque. Alors pourquoi doit-on à un moment donné sortir de la catégorie de risque? Parce que il y a un risque lorsqu'il y a un type de dommage qui est circonscrit justement dans le temps et dans l'espace. Il y a risque si le dommage peut donner lieu à une mutualisation, et il y a risque si le dommage est compensable. Si effectivement le caractère limité dans le temps et dans l'espace explose, si ce à quoi j'ai affaire n'est pas mutualisable, si ce à quoi j'ai affaire n'est pas compensable, on doit sortir de la catégorie de risque. Et là, justement, on part du risque environnemental, mais si on commence à voir jusqu'où il peut nous conduire, on doit abandonner la notion de risque, parce qu'on est sur des dommages qui ne satisfont pas à ces trois critères dont j'ai parlé tout à l'heure. Le caractère circonscrit, dans le temps et dans l'espace, le caractère mutualisable et le caractère pécuniairement compensable. Si les dommages sur lesquels je peux déboucher ne satisfont pas à ces trois critères, eh bien, ces dommages-là ne sont plus des dommages qui relèvent de la catégorie du risque. C'est ce que j'appelle des dommages transcendantaux, et on va y revenir. Et là, on change de niveau logique, on change du risque. Alors, on peut trouver un autre mot, on peut trouver le mot menace, mais on n'est plus du tout sur le même plan. C'est-à-dire, cette fois-ci, l'enjeu du dommage, c'est tout simplement l'habitabilité de la planète. Et lorsque l'enjeu du dommage est l'habitabilité de la planète, imaginons par exemple qu'on laisse filer nos émissions de gaz à effet de serre, qu'on arrive à une augmentation de la température de plus 3, de plus 4, et qu'on ait un emballement du système. Comme vous le savez, ce qui caractérise le climat, c'est qu'il s'auto-alimente. Par exemple, effectivement, par nos gaz à effet de serre, on augmente par la chaleur, l'évaporation, on augmente la vapeur d'eau. La vapeur d'eau étant le premier gaz à effet de serre, elle-même fait qu'il fait plus chaud. S'il fait plus chaud, il y a plus de vapeur d'eau. S'il y a plus de vapeur d'eau, il fait encore plus chaud. S'il fait encore plus chaud, il y a encore plus de vapeur d'eau. Et hop, c'est parti dans une spirale d'auto-alimentation. De même, le réchauffement fait fondre les parties glacées de la planète. Par exemple, lorsque la calotte estivale fond, le blanc qui renvoie l'énergie dans l'espace est remplacé par la couleur sombre des mers. Les mers absorbent plus, donc plus la calotte estivale fond, plus il y a de mer, plus la quantité d'eau de sombre est grande, et plus donc la chaleur est absorbée, donc moins il y a de glace, plus il y a de mer, plus la quantité de chaleur est... Et hop, on repart dans une spirale. Et donc là, effectivement, si on est à 3, si on est à 4 degrés, dès qu'on est au-delà des 2, on risque d'avoir cette spirale. Imaginons qu'il y ait cette spirale, imaginons que le système s'emballe un peu, eh bien on arrive assez rapidement, soit une habitabilité tout à fait résiduelle de la Terre, et si on imagine un emballement plus fort avec des hydrates de méthane, que sais-je, eh bien là, on pourrait même arriver à une Terre qui ne serait plus habitable pour les types d'espèces qu'on connaît grosso modo depuis le début du Quaternaire. Et donc là, on voit bien que qu'est-ce que je vais mutualiser? Il n'y a plus personne. Qu'est-ce que je vais compenser? Ça n'a plus aucun sens. Même si encore une vie humaine qui reste, elle est résiduelle, elle se déploie dans des conditions qui sont extrêmement difficiles et horribles. L'idée de compensation n'a pas de sens. L'idée de circonscription dans l'espace n'a plus de sens, parce que c'est l'ensemble de la biosphère qui est concernée. L'idée de circonscription dans le temps n'a plus de sens. On sait très bien, d'ailleurs, même avec un degré de dommage moindre, c'est que le changement climatique, c'est parti pour des millénaires. Si on a 3 degrés à la fin de ce siècle, on a 5 au 22e siècle, et probablement pour à peu près 5000 ans. Et après, on a un long décrescendo. Donc, on n'est plus du tout dans le risque. Continuer à parler de risque
quand on est confronté à cette hauteur de dommages, c'est très grave. Parce que quand on parle de risque, on parle de maîtrise, on parle de compensation, on parle dans ce à quoi on continue à penser qu'on peut faire face, qu'on n'a pas un changement radical, qu'on maîtrise les choses. Et ça, c'est absurde. C'est précisément ce qu'il faut éviter, c'est d'atteindre un certain type d'augmentation de la température à partir duquel ça s'emballe et on ne maîtrise plus rien. Et donc c'est très important de dire non quand on a affaire à des problèmes d'environnement globaux, le changement climatique, un éventuel basculement des écosystèmes, etc., ou vraiment une raréfaction énorme d'à peu près toutes les ressources sans lesquelles il n'y a plus d'activité économique, on n'est plus dans du risque, on est dans autre chose. Et ça, on ne veut pas le voir, on ne veut pas le comprendre. Continuer à parler de risque, c'est continuer à parler de géo-ingénierie, c'est continuer à parler de capitalisme vert, c'est continuer à croire qu'il n'y a aucune rupture à l'horizon, qu'on est dans une espèce de continuité et que la vie classique va continuer, on va continuer à aller chercher notre baguette, à investir financièrement, etc. On ne comprend rien à ce qui nous menace, justement. Et ça, me semble-t-il, c'est très grave. Et comme en matière d'environnement, on ne voit pas les choses, d'où l'importance d'utiliser les mots justes. Et continuer à utiliser le mot risque, c'est continuer dans une logique mainstream, tout simplement. Alors le danger suscité par les déchets radioactifs, par la radioactivité de manière générale, me semble illustrer les dangers environnementaux en général. Du moins, les dangers environnementaux contemporains qui sont assez différents des problèmes que les sociétés traditionnelles ont connus. Ce qui caractérise la radioactivité, et donc par là même les déchets nucléaires, c'est que le danger n'accède pas à nos sens. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est que le danger s'inscrit dans le temps long. Et c'est vraiment les deux choses qui caractérisent l'environnement. Ce qui vraiment le cœur des difficultés environnementales, c'est que mes sens ne les perçoivent pas. Je ne perçois pas une moyenne planétaire de température. Je ne perçois rien du changement de la composition chimique de l'atmosphère. Je ne perçois pas les micro-composants là dans l'air ambiant qui pourraient être dangereux pour ma santé. Il en va rigoureusement de même de la radioactivité. Le problème de la radioactivité, c'est qu'elle est destructrice et que mes sens, qui sont au fondement de ma relation au monde, ne perçoivent en rien ce danger. Et une fois que le danger a eu lieu, une fois qu'il a marqué mon propre corps ou qu'il a marqué l'environnement, les dégâts sont irréversibles. Ils peuvent même être, en l'occurrence, mortels. Et c'est tout à fait symptomatique du piège des questions environnementales. Nos sociétés sont fondées sur la recherche du bien-être. C'était la définition que donnait la démocratie Bentham et James Mill. C'est en fait celle que donnent nos institutions. Le dessin de nos institutions, avant la globalisation, c'était plus clair avant, mais en tout cas c'était de promouvoir le bien-être au sein de la population. Jamais un homme politique ou une femme politique ne pourrait être élu en disant « Chers citoyens, dans 5 ans, vous irez beaucoup plus mal ». Ça ne marche pas. Et ça, moi-même, je suis la source de la connaissance. C'est-à-dire, si on veut savoir si mon degré de bien-être s'est amélioré ou non, la seule manière de le savoir, c'est de me le demander. Donc en manière de démocratie en général, je suis bien le juge ultime. C'est moi qui ai le thermomètre. Et la difficulté avec les questions environnementales, je n'ai pas le thermomètre. Et c'est pareil avec la radioactivité. Je ne vois pas le problème. Et le jour où je le verrai, et je le ressentirai, le jour où mes sens m'indiqueront qu'il y a difficulté, le dommage aura eu lieu et il sera trop tard. Même difficulté, radioactivité, environnement en général. C'est un piège. C'est un piège parce que, effectivement, alors, le piège est plus fort pour l'environnement qu'il n'est pour la radioactivité. La radioactivité, une fois qu'on m'a dit ça, si je sais je vais avoir peur et je vais vouloir l'éloigner. Pour autant qu'on me le dise. Et en environnement, on nous le dit, mais on ne le croit pas.
On a beau entendre tous les jours des informations qui nous indiquent le degré de gravité du changement climatique, de l'accélération de l'érosion de la biodiversité, de l'érosion des populations en masse, etc., des difficultés. Tout se passe normalement. Je peux continuer à vaquer à mes petites occupations, me nourrir, aller en vacances, que sais-je. Et alors? Et on me dit, tu ferais que tu changes ça. Pour un danger, finalement, dont on me dit aussi qu'il est un peu lointain encore. Je ne le fais pas. Et ça, c'est foncièrement humain. Et donc, voilà, premier point d'analogie entre la radioactivité, le déchet et les questions environnementales en général. Autre chose aussi, autre analogie très forte, eh bien, et là on va aller au-delà du déchet nucléaire, mais si on se pose autant de problèmes avec les déchets nucléaires, c'est parce qu'il est quand même il n'est pas évident de savoir comment s'en protéger, de savoir comment les traiter. Et là, ce qu'on essaie de faire avec les déchets nucléaires, c'est d'essayer d'avoir une certaine forme de maîtrise à un coût raisonnable. Or là, là aussi, on va retrouver l'analogie avec l'environnement. Et là, ça ne touche pas que les déchets nucléaires. Tout ce qui concerne le nucléaire, c'est qu'on a ce problème de maîtrise, on a ce problème de coût. Et aujourd'hui, je peux me dire qu'on voit bien que les deux deviennent assez pesants. Si je prends Fukushima, on ne sait pas où se trouve le corium qui descend, on ne sait pas où il est. Bon. Et donc, c'est toute ça la difficulté du nucléaire, c'est que c'est une industrie qui exigeait en fait une sorte de risque zéro, lequel risque zéro n'est pas accessible. Et en plus, c'est une industrie qui nous laisse, maintenant, même si on développait le plus nucléaire, ça ne change rien au problème qu'on aurait ces déchets. Et qu'il faut qu'on trouve la moins mauvaise solution avec ces déchets. Et c'est précisément le problème qu'on a en général avec l'environnement. Comme on ne voit pas, etc., et comme les dégradations augmentent, il y a un moment donné, on va devoir effectivement être devant la moins mauvaise solution, alors qu'on nous parle encore de solution. On nous parle pour le climat de neutralité carbone, etc. Non. Et donc le nucléaire, c'est ce par quoi on est rentré dans la postmodernité, et c'est ce dont les caractéristiques annonçaient les difficultés plus générales qu'on éprouverait face à l'environnement. Déchets nucléaires, environnement, même combat, même caractéristiques, même difficultés. Alors, qu'est-ce que le principe de précaution et en quoi le principe de précaution est une sorte d'incarnation d'un commencement de transformation de nos institutions pour faire face à une situation tout à fait nouvelle. Donc effectivement, le principe de précaution est un principe nouveau dont les racines remontent peut-être aux années 50-60, mais enfin qui commence à s'exprimer dans les années 80, qui va se cristalliser dans les années 90 et on va aboutir à une définition satisfaisante. Alors grosso modo, le principe de précaution, c'est le principe selon lequel, dans une situation d'incertitude scientifique, face à des dommages graves et irréversibles, on ne doit pas attendre la réalisation du dommage, surtout pas, et même surtout ne pas attendre d'avoir surmonté l'incertitude pour agir, pour commencer à réduire le risque. Pourquoi? C'est assez simple et c'est ça qui fonde la légitimité du principe de précaution, c'est que si l'on attend trop, et si l'on attend d'avoir un degré de connaissance suffisant, d'ailleurs lequel souvent n'arrive qu'avec un début de réalisation du dommage, et bien ensuite on est impuissant face à un degré plus ou moins élevé de dommage. Donc ne pas agir à l'avance, ne pas anticiper pour éviter la réalisation d'un dommage, c'est se retrouver ensuite impuissant face au dommage. Alors c'est vrai en termes environnemental global, et c'est vrai, ou même local, principe de précaution ayant aussi des applications locales face à des dégradations graves irréversibles, et puis c'est vrai aussi face à certaines questions sanitaires. Par exemple, la fameuse maladie de la vache folle, on avait peur à un moment donné qu'elle se diffuse et qu'elle donne lieu à des formes nouvelles de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Donc c'était des formes non identifiables tant qu'elles ne s'étaient pas déclarées. Et une fois qu'elles s'étaient déclarées, elles étaient mortelles et incurables. Donc on a vraiment une belle illustration du principe de précaution. Donc le principe de précaution, c'est un début de réponse institutionnelle à une hauteur de dommage dont on voit qu'on n'y avait jamais été confronté. C'est-à-dire qu'effectivement, pouvoir discerner à l'avance
peu de temps en général à l'avance, quelque chose qui, si on le laissait filer, aboutirait à une situation hautement dommageable. Donc le changement climatique étant le paradigme en la matière. Je dis bien, c'est un début de réponse institutionnelle, parce qu'on va voir que c'est largement pas suffisant. D'autant que quand on a pris cet exemple changement climatique, je suis pas sûr que ce soit un bon exemple. Tout simplement parce que le changement climatique, ça relève pas de ce que l'on peut faire en vertu d'un simple principe juridique. Ça exigerait qu'on change toute une civilisation, désolé, mais le droit n'en peut mais. Ça le dépasse largement. Enfin, peu importe, on est parti là-dessus. Et ensuite, ce qui est aussi assez intéressant avec le principe de précaution, c'est qu'on sait complètement, si vous voulez, tout ce qui dans notre société défend le mainstream, c'est cristallisé autour de la précaution. Parce que la précaution, c'était un petit début de petite réponse institutionnelle à la nouveauté des difficultés qu'on connaissait. Et pour tous ceux qui incarnent le mainstream, et qui ont quand même un esprit relativement étroit et qui pensent que le monde est éternel et que le cadre qui nous accueille est intangible, pour ces gens-là, c'est absolument insupportable. Tout ce qui pourrait un tantinet s'opposer à nos activités économiques, s'opposer à un accroissement constant du capital et de son rendement, c'est l'horreur. Et donc, ils se sont tous focalisés sur la précaution pour essayer de passez-moi l'expression, de la dézinguer. Alors qu'en fait, le nombre de cas d'application du principe de précaution dans un pays comme la France, ça se compte sur les doigts pratiquement d'une seule main. C'est assez ridicule. Donc, c'est le symbole précaution qu'on ne supporte pas parce que c'est le début du passage dans autre chose que la modernité. C'est devoir prendre en compte que l'on peut effectivement, que notre manière classique de vivre, notre construction classique de l'économie et de nos sociétés pourrait remettre en cause nos conditions générales d'existence. Au travers de la précaution, c'est cette idée-là qui a commencé à émerger et dont on a commencé à parler tout à l'heure avec les dommages transcendantaux. Et cette idée-là, elle est insupportable à tout personnage classique, à tout homo economicus, si l'on veut massifier un peu les choses. Alors, oui, je dirais qu'il y a un lien très fort entre principe de précaution et faire face à se donner, justement, que sont les déchets nucléaires. Qu'on le veuille ou non, ils sont là. Et on a un mixte de connaissances et d'ignorance. On sait par la physique, la longévité des difficultés, l'activité nucléaire de ces déchets. Là, on le sait. On a des connaissances géologiques, on a différentes formes de connaissances, et puis on doit essayer de trouver la moins mauvaise solution, parce qu'il n'y a pas de solution absolue, géniale, la moins mauvaise solution pour réduire, pour nous et pour ceux qui nous succéderont, et dans un temps long, la dangerosité de cette question d'échelle. Donc on est vraiment face à, même si ça reste circonscrit à des difficultés graves et irréversibles, pour ceux qui seraient exposés sans le savoir à ces dangers, donc il y a bien un risque grave et irréversible. On a un mix de connaissances, on est face à un risque, mais ce risque, il est insuffisamment connu. C'est-à-dire que il y a tout un tas de paramètres qu'il n'est pas facile de maîtriser, même sur un plan matériel. Et en plus de ça, on est vraiment dans du socio-naturel. C'est-à-dire qu'à la fois, on va jouer sur les barrières de la biosphère avec le stockage, et puis d'un côté, on va essayer de mettre en dehors de la biosphère ces déchets pour qu'ils ne nuisent ni aux hommes ni aux autres êtres vivants. Et en même temps, on a un problème de lisibilité de ce qu'on peut faire sur le très long cours, pour les générations qui vont nous suivre. Donc on a un mix inextricable de connaissances et d'ignorance, où on a aussi un mix vraiment socio-naturel. Totalement. C'est vraiment le type même de problème postmoderne, de l'anthropocène, si vous voulez. C'est parfaitement ce type de problème-là. Et là, il est vrai que, la seule posture qu'on ait face à ça, c'est la précaution.
On sait qu'on ne sait pas tout. On sait qu'il y a certaines choses qu'on ne sait pas. On sait que des surprises sont toujours possibles. On ignore tout du parcours ultérieur de nos sociétés. Là, on pourra revenir tout à l'heure sur le sujet avec la question de l'effondrement. Et donc, face à ça, quelle est la moins mauvaise solution pour tenter, vu d'aujourd'hui, protéger sur le plus long terme possible, des gens et des sociétés dont on ne sait rien? Waouh. Pas simple. Hein. Et on s'est mis dans cette situation. On ne peut pas ne pas y répondre. On ne peut pas indéfiniment ergoter. On doit trouver une solution. Et je dirais même, enfin une solution. On doit trouver une parade. Ce n'est pas une solution, il n'y aura jamais de solution dans cette affaire. Il y aura des parades. Mais quelles sont les moins mauvaises parades? Et pour ces parades, il faut bien qu'on prenne en compte aussi l'ignorance relative dans laquelle on se trouve par rapport à l'avenir. D'autant que nous sommes probablement à un moment de l'histoire par rapport auquel il serait assez prétentieux d'imaginer qu'il n'y a pas de discontinuité possible dans nos sociétés. C'est une espèce d'arrogance moderne d'imaginer que nous entrons de plein pied dans la maîtrise et dans l'éternité et que nos institutions sont en quelque sorte pérennes et qu'elles se mesurent au temps long. C'est faux. Nos sociétés peuvent s'effondrer. Nos sociétés peuvent se trouver dans l'incapacité pécuniaire de faire face à l'impasse dans laquelle on se sera enfoncé. Quel sera le budget de la France dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? Est-ce que dans 20, 30, 40, 50, un siècle, 2 siècles, on pourra encore parler de France? Est-ce qu'on pourra encore parler d'Europe? Quelle sera la continuité de nos savoirs? Donc voilà, on est face à toute cette question-là. Et effectivement, on ne peut pas imaginer une telle accumulation inextricable de petits morceaux de connaissances et d'ignorance massive. Et là, on n'a rien d'autre que la précaution. Faire le moins mal possible, devoir trancher, décider alors qu'on ne possède qu'une partie des données du problème. Alors, quels pourraient être les leviers institutionnels, les transformations institutionnelles possibles qui pourraient amener nos démocraties à faire face pacifiquement, à la hauteur des problèmes qui s'accumulent et du coup à éviter un effondrement. Telle serait effectivement la question. Alors déjà, rappelons-nous bien ceci, ayons bien en tête, c'est que le mauvais pas dans lequel nous nous sommes mis, c'est du fait de nos démocraties. C'est-à-dire ce sont nos démocraties qui, à un moment donné, parce qu'elles nous assignaient comme finalité collective l'augmentation du bien-être général, et parce qu'on l'a essentiellement compris en termes de confort matériel, de consommation de ressources et de consommation tout court, ce sont nos démocraties qui nous ont conduits aux difficultés dans lesquelles nous sommes. Tout simplement parce qu'on a cherché à augmenter notre bien-être. Alors peut-être qu'on l'a mal compris, mais en tout cas c'est bien ce qu'on a fait, et on a réussi. Bon. Et on a réussi, mais en même temps, malheureusement, le prix de cette réussite, parce qu'on l'a entendu peut-être de façon beaucoup trop matérielle, le prix de cette réussite, c'est l'impasse environnementale dans laquelle on est. Alors, pardon. Quels seraient les leviers institutionnels pour nous aider à nous en tirer? Je dirais qu'il y en a, il y a des voies possibles et il y a toute une littérature internationale sur ce sujet. Alors, d'aucuns ont essayé de changer le système, de jouer de la représentation, d'imaginer des représentants de long terme, d'imaginer une deuxième chambre, mais avec des élus, etc.
Et bah oui, d'accord, mais si j'ai que peu d'élus, changeons pas grand-chose. Si j'ai une deuxième chambre, quelle sera l'articulation avec la première? Vous imaginez bien que si la deuxième du temps long commence vraiment à être efficace, au second mandat, on verra plus les mêmes présentés dans la chambre. Si tout ça, ça débouche sur le fait qu'on interdit le low cost, qu'on met à 15 € le litre d'essence, vous imaginez bien que nos amis députés de cette seconde chambre n'auront sans doute probablement pas un second mandat. Bon, on a essayé de réfléchir avec la démocratie participative, délibérative. Bon, elle nous garantit une qualité de la décision, mais pas forcément la décision qui sera prise, etc. Enfin voilà, on a imaginé tas d'autres choses. Avec mon camarade américain Kerry Whiteside et ensuite avec des constitutionnalistes français, on a imaginé d'autres choses. On a imaginé des correctifs. Comment on pourrait corriger le court-termisme vraiment essentiel, consubstantiel à nos démocraties. Souvenez-vous de Rousseau disant que le passé n'a pas pesé sur le présent, il n'a pas enchaîné le présent. Alors, moi, avec Rousseau, on n'est pas dans le délire, si vous voulez, consumériste qu'on connaîtra après, mais enfin quand même, il y a bien cette dimension du temps présent. La démocratie, c'est le régime du temps présent, et en fait, c'est le régime de la jouissance du présent. Et donc, de l'intérieur d'une démocratie, c'est quasiment impossible de ne pas systématiquement aller vers une plus grande jouissance du présent. Vous avez vu qu'avec l'évolution historique, la partie des gens qui commencent à jouir de ça aurait une méchante tendance à se restreindre, mais enfin, on continue toujours à nous faire croire ça. Donc, ce à quoi on avait pensé, c'est quelque chose comme une troisième chambre, ou ça pourrait être un Sénat réformé, peu importe, une chambre qui ne serait pas composée de représentants, pas de gens élus. Les élus, par définition, ils vont défendre l'intérêt de ceux qui les envoient. Mais jamais l'intérêt général, même s'ils nous le font croire. Ils sont là pour ça. C'est la fonction même de la représentation. Elle est forcément éclatée, et le Parlement, c'est forcément le lieu où on essaie de trouver des compromis entre des intérêts divergents, mais des intérêts toujours au présent. Et donc, voilà, on a essayé de penser. Alors, toute la difficulté, c'est que, en fait, soit, si vous voulez, imaginons qu'on ait cette fameuse troisième chambre qui serait spécialisée dans le temps long, dans un premier temps, pour autant qu'elle n'aurait d'autres possibilités que de contraindre le Parlement à revenir sur certaines décisions si elles sont trop contradictoires avec des enjeux de long terme. Dans un premier temps, ça ne changerait rien. Ça commencerait à changer au fur et à mesure que les problèmes deviendraient sensibles pour les gens. Là, effectivement, on pourrait imaginer que cette chambre spécifique, cette chambre du long terme non composée d'élus, puisse alors, en faisant redébattre le Parlement, puisse infléchir et qu'on aille vers autre chose. Mais plus on attendra, et plus les décisions qu'il conviendra de prendre seront lourdes, et plus leur impact sera difficilement acceptable. Donc, dans un temps, ce système ne deviendrait efficace que si on attend la montée des problèmes. Or, si on attend la montée des problèmes compte tenu de l'inertie des réversibilités caractéristiques des problèmes environnementaux, plus au moment où on doit réagir fortement. Et donc, plus les conséquences de la réaction sur le présent et le principe de jouissance vont devenir fortes. Donc, est-ce que ce type d'institution réussira à nous éviter un effondrement? Je n'en sais rien. Et personne ne le sait. Et en tout cas, la mécanique est telle que plus l'on attend, plus la décision devient difficile, plus elle devient inassumable démocratiquement. Et du coup, on ne peut évidemment pas exclure que ça ne marche pas, qu'on laisse filer les difficultés à un point tel que de toute façon, leur degré d'irréversibilité est tel qu'elle menace la continuité du politique, qu'elle menace la continuité de la société. Et effectivement, on peut alors imaginer quelque chose comme un effondrement. Ce n'est pas une certitude, Dieu merci, mais en tout cas, c'est bien une possibilité, si ce n'est une probabilité, parce que ce petit jeu de correctif institutionnel est très délicat. Et plus on tarde, et vous voyez bien que rien ne dit qu'on va aller vers ça, plus on tarde et plus le correctif devient inassumable par la démocratie. C'est toute la difficulté dans laquelle on est. Oui, le souci d'effondrement, c'est pas
un souci pour le futur, pour les générations qui viendraient, pour X générations. C'est aujourd'hui. Et les générations futures, c'est nous. C'est les gens qui vivent aujourd'hui. Alors évidemment, peut-être encore plus nos enfants que nous-mêmes, mais déjà nous-mêmes. Hein, si l'on regarde le degré de dégradation qu'on connaît, si l'on considère par exemple la question du changement climatique, ça y est. Il y a déjà des effets qui commencent à être méchants. Hein, des rafales de vent à presque 380 km/h. Le cyclone Pam, le cyclone Haiyan, c'est la sécheresse depuis plusieurs années en Californie, etc. C'est parti. Et donc, et puis en plus, je dirais même sur un plan social, enfin, je crois qu'il faut quand même regarder un peu ce qui se passe autour de nous. Pour ma part, j'ai vraiment l'impression que la dynamique de l'effondrement, elle a déjà commencé. Depuis les années, début des années 70, la croissance ne débouche plus sur du bien-être. On a dans les pays de l'OCDE, depuis cette période, on a atteint une espèce de niveau de confort matériel. On ne peut pas faire mieux. Ça n'a pas de sens. Et on sait que l'augmentation du PIB ne débouche plus sur l'augmentation du bien-être. Elle peut même être contradictoire. Ça fait une trentaine d'années, plus encore depuis 10 ans, que la croissance ne débouche plus sur la réduction des inégalités, mais les inégalités explosent. Ça fait 20 ans que le progrès technique ne débouche plus sur une création nette d'emplois, mais sur une destruction nette d'emplois. Je rappelle que dans les pays de l'OCDE, il y a 47 millions de chômeurs, dont 17 millions de chômeurs de durée longue. Je vous rappellerai qu'il y a une vague numérique qui arrive. Foxconn, ça y est, c'est déjà 60 000 robots qui vont s'installer dans les ateliers d'Airbus qui rentrent, etc. Et qu'on est déjà dans cette dynamique et que la croissance est de plus en plus faible. Et depuis la fin des Trente Glorieuses, elle se tâche chaque décennie. Je ne sais pas combien de temps, même à un niveau très faible, elle va pouvoir continuer. On voit très bien qu'on a un délitement qui va de la Syrie au Yémen en passant par toute la partie de l'Afrique qui subit les effets du changement climatique. On a un vent mauvais qui souffle partout. Partout en Europe, aux États-Unis, on a affaire à la montée d'un populisme méchant, stupide, mais en même temps, c'est pas que les gens soient méchants et stupides, c'est le désarroi, c'est la forme de désespoir qui les amène là. Partout au monde, on voit des dirigeants arriver qui sont des dirigeants hyper destructeurs de nos libertés. Erdogan en Turquie, c'est effrayant. Des étudiants, des professeurs, des gens emprisonnés, relance d'un nucléaire absurde, programme mosquées plus centres commerciaux. La Russie de Poutine, c'est quelque chose de relativement effrayant. Amasse des troupes aux frontières. Aux États-Unis, on a un Donald Trump qui nous dit que s'il est élu, il mettra fin à l'accord de Paris sur le climat. Partout, on a affaire au déni. Donc je suis désolé, mais la dynamique de l'effondrement, on y est déjà. C'est-à-dire que par rapport au monde qu'on a connu, par rapport à ce qui reste notre référent, la fin des Trente Glorieuses, l'univers dans lequel on connaît, mais c'est énormément dégradé sur tous les plans. Matériel, climatique, biodiversité, politique, idéaux, éthique, partout. On est déjà dans une forme de dynamique d'effondrement. Alors, effectivement, le dommage transcendantal nous permet de penser la forme de radicalité, parce que des effondrements, nous en avons connus, mais celui qui nous menace est d'un ordre totalement différent des effondrements antérieurs. Pourquoi ? Eh bien, essayons de revenir à ce mot transcendantal, repensons à Kant, le transcendantal renvoyant en forme a priori la perception, aux catégories de l'entendement, c'est-à-dire que l'expérience, c'est un construit qui dépend d'un certain nombre de conditions. Or, quand on parle de dommages transcendantaux, on est en train de dire que finalement, ce que touchent ces dommages, ce sur quoi ils vont porter, c'est pas simplement telle ou telle expérience,
mais c'est toute forme d'expérience possible. C'est-à-dire que ce qui va nous arriver, c'est une forme d'expérience à laquelle le genre humain n'a jamais été confronté. En tout cas, certainement pas les sociétés historiques. Les sociétés historiques ont toutes présupposé, alors un peu moins pour le Japon, tsunami de temps en temps, tremblement de terre, mais que, pensons aux Grecs, pour nous c'est très clair, les Grecs et leur fascination de la stase, de ce qui est, pour les civilisations historiques, la société peut s'effondrer, mais pas le monde. Les sociétés peuvent disparaître, mais elles disparaissent au sein d'un monde qui lui reste permanent. Aujourd'hui, la disparition de nos sociétés est une disparition socio-naturelle. Et en même temps que nos sociétés peuvent disparaître, c'est la forme d'expérience du monde que l'on a connue qui elle-même peut disparaître. Si on se retrouve sur une planète appauvrie en ressources, avec des populations vivantes qui se seront effondrées, avec un appauvrissement extrêmement net de la diversité génétique, donc de la faculté de se recomposer à une échelle pas trop lointaine de temps, dans des conditions de montée permanente des mers, de suraridité de certaines régions, d'instabilité climatique permanente. On va devoir habiter le monde comme jamais nous ne l'avons habité. L'expérience qu'on va pouvoir continuer à faire du monde sera très sensiblement différent de ce que toutes les générations antérieures ont expérimenté. On n'est pas dans un dommage circonscrit. C'est l'accès au monde, l'expérience même du monde et de l'habiter qui peuvent se dégrader d'une façon extrêmement accusée. Et là, on est dans une énorme page qui se tourne. On n'est plus sur des dommages au sens classique, où dans un paysage, des choses disparaissent, mais le paysage, lui, demeure. Là, c'est le paysage lui-même et nos conditions de l'expérimenter qui peuvent être altérées. Et ça, on ne veut pas le voir. Pas plus que dans les années 50, on ne voulait voir le danger nucléaire. C'est exactement le même problème. On ne veut pas le voir. Et c'est pourtant ce vers quoi on se dirige. D'où le rejet de la catégorie de risque. Et on n'est plus dans du risque, là. C'est pas un objet dans la fenêtre. C'est la fenêtre elle-même qui peut changer. Complètement. On n'est plus sur le même plan. On n'est pas sur le même plan logique. Et donc, on est sous une menace que l'on n'a jamais connue. Et cette menace, c'est nous qui l'avons produite. Et c'est nous qui, par notre déni, continuons à l'aggraver, à en rendre la survenue de plus en plus proche. Donc c'est par rapport à cette difficulté-là c'est face à cette difficulté que nous nous situons. Et c'est bien ça qu'il faut entendre par dommage transcendantal. Ça concerne toute expérience possible à venir du monde et de l'habiter sur Terre. Alors, l'Anthropocène est effectivement une appellation extrêmement ambivalente. Et on le voit bien avec la polarisation aujourd'hui entre bon et mauvais Anthropocène, même jusqu'au ridicule. Et il est vrai que l'inventeur de l'Anthropocène, Crutzen, a à la fois aussi entre un pessimisme foncier et puis une espèce de fascination pour le pouvoir des techniques, tout en sachant lui-même d'ailleurs qu'elles sont quand même relativement limitées. Mais enfin bon. Et donc, Anthropocène, on peut l'entendre comme évidemment l'ère de l'homme, au sens où si l'homme commencerait à l'Anthropocène à maîtriser son destin, à tout maîtriser et à devenir le maître du système Terre, ce qui est une absurdité totale. Précisément, on est une petite partie d'un système qu'on ne connaît que très partiellement
Et on agit aujourd'hui massivement dans ce système sans pouvoir anticiper comment le système, lui, va réagir à nos actions. Et l'idée même de système interdit toute idée de maîtrise de la nature. Et donc devrait d'ailleurs nous permettre de nous éloigner de cette compréhension stupide d'un anthropocène comme l'ère, où l'on commencerait à dominer les choses. Dans l'anthropocène, il y a deux choses. Il y a l'idée d'un impact massif des activités humaines sur le système Terre, mais la deuxième idée, qu'on oublie en général, est l'idée d'un impact massif du système Terre sur les sociétés humaines. Et en général, évidemment, c'est ce que le bon anthropocène oublie. Il ne voit qu'une face des choses. Et si l'on regarde bien en face que l'anthropocène n'aura d'anthropos que la première phase et que la deuxième est pas du tout anthropique, ça change tout. Et là, on peut revenir à notre idée de transcendantal de tout à l'heure. Parce que, en fait, ce qui se passe, ce que ça veut dire, ce transcendantal, c'est pas le transcendantal de la philosophie, du sujet de la représentation éternelle, acosmique et pérenne. Cette fois-ci, les conditions de la transcendantalité, c'est la biosphère. C'est un état dont les hommes ont hérité. C'est un donné que les hommes se sont mis en tête de détruire. Et donc, ce qui est de grave avec cette idée, c'est que les conditions de possibilité de notre expérience et les conditions de possibilité de l'éclosion des civilisations durant l'Holocène, c'est précisément ce qu'on est en train de détruire. Donc le transcendantal en question, c'est non seulement un transcendantal incarné, mais c'est un transcendantal qui est quelque chose qui a été donné, légué à l'humanité, et qu'elle aura, sans vraiment le savoir, en tout cas, d'une certaine manière, qu'elle aura détruit, et en tout cas qu'elle s'emploie à détruire, à éroder, à fragiliser. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans le transcendantal de la philosophie classique. C'est un transcendantal pensé à l'anthropocène, c'est-à-dire le moment où on ne peut plus détacher l'humain, le social, du naturel. Changer nos conditions d'habitabilité de la Terre, c'est précisément modifier nos expériences possibles. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui, et évidemment pas pour le meilleur. Donc encore une fois, on n'est pas là un sujet hors monde, on est dans un transcendantal mondain, et un monde dont nous avons hérité et que nous nous sommes employés à éroder. Alors si, je crois vraiment que si l'on comprend bien ce que signifie se donner, et cette espèce de transcendantal biosphérique dont on a parlé tout à l'heure, on voit bien que notre expérience, la construction de nos existences, la construction de nos sociétés sont dépendants d'un donné préalable par rapport auquel, finalement, nous sommes passifs. Nous ne l'avons pas créé, nous en avons hérité. Et ce qui a vraiment marqué la modernité, et ça commence en plein Moyen-Âge, comme nous l'a montré Lynn White, c'est qu'à un moment donné, on s'est détourné de cette idée qu'on pouvait dépendre, qu'on ne pouvait exister qu'en fonction d'un donné préalable. Et cette reconnaissance d'un donné préalable, traditionnellement, elle débouchait dans l'idée de contemplation. On retrouve aujourd'hui d'ailleurs avec le retour en grâce de la méditation. Et ce qui advient avec la modernité, c'est qu'à un moment donné, eh bien, on va penser que le donné n'est qu'un réceptacle, que le donné n'a sa dignité que pour autant que les hommes le transforment. Et c'est ça la modernité. C'est le déni du don, puisque au contraire, ce qui est donné n'est digne que pour autant que je l'ai transformé. Et donc effectivement, c'est les détournements par rapport à toute espèce de sacré, de sincère, ce qui est séparé, ce que je n'ai pas produit, mais ce dont je dépends, et ce qui conditionne mon existence. La modernité, c'est le refus
de ça. D'où aussi le fait que Homo sapiens n'a jamais été tellement sapiens, mais avec la modernité, pour reprendre l'expression de Bacon, il va le devenir résolument Faber. Et ne sera digne que ce que les hommes ont transformé. Alors, chez Hegel, c'est archi évident. C'est le déploiement de l'esprit, et ce qui est donné n'a de dignité que pour autant que nous le transformerons. C'est la figure du maître l'esclave, etc. Alors effectivement, le mot spiritualité peut avoir deux sens. Au premier sens, le mot spiritualité renvoie à une forme d'a priori de perception qui décide de ce qu'est, de ce que peut faire, de ce que peut devenir une civilisation. Et je verrai, en ce qui nous concerne, deux sens. La première chose, c'est à un moment donné, le donné n'est plus conçu comme sacré, n'est plus conçu comme ce qui vient avant, dont je dépends et que je ne peux transformer. Et donc, le donné de ce fait est nécessairement l'objet d'une contemplation. Et deuxième, mais c'est la même idée, à un moment donné, entre, je sais pas moi, le XIIe et le début du XVIIe siècle, ce que l'on attend des techniques va complètement changer. Dans les civilisations traditionnelles, ce que l'on attend des techniques, c'est que l'on aménage la condition humaine. Avec les modernes, ce que l'on va attendre des techniques, c'est qu'on transforme la condition humaine. N'oubliez pas que Descartes comme Bacon ont imaginé la possibilité de se rendre immortel. On n'a pas attendu les transhumanistes pour ça. Et donc, ce que l'on attend alors des techniques, c'est de transformer la condition humaine, de surmonter tous les traits de finitude qui caractérisent la condition humaine. Et le programme de la modernité, c'est la transgression tous azimuts. Et on n'en a que l'expression ultime aujourd'hui avec le transhumanisme, mais vous avez déjà ça chez Bacon. Ça, c'est l'acte de naissance de la modernité. Donc, que l'on doive tout transformer, que l'on doive jusqu'à transformer la condition humaine, et qu'effectivement, on ne puisse plus regarder dans le donné que ce qui est voué être transformé par les techniques humaines, c'est bel et bien la même chose. Là, c'est la spiritualité au sens transcendantal. Et j'ai un autre sens de la spiritualité. Les deux sont liés. Et l'autre sens de la spiritualité, c'est la spiritualité au sens de l'accomplissement ultime de l'humanité de chacun. Il n'y a pas de société sans qu'on ne se forge une certaine idée de ce qu'accomplir son humanité. Du temps de la Grèce archaïque, c'est Achille, c'est Hector. L'accomplissement de sa propre humanité, c'est devenir immortel en se glorifiant sur le champ de bataille. Daesh aujourd'hui, c'est à peu près toujours ça. L'accomplissement classique aristotélicien, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'être un homme? C'est accomplir ce qui est spécifiquement humain dans sa propre humanité. C'est-à-dire épanouir sa raison spéculative par les sciences et la philosophie, épanouir sa raison pratique par la participation à la cité, la vie de la cité, et mettre en forme sa sensibilité par les arts. Trouvez-moi quelque chose de mieux. Le christianisme peut avaliser ça, mais va y ajouter l'idée d'un salut, l'idée d'un accomplissement post-mortem, mais conditionné par l'existence ici-bas. Et puis arrivent les guerres de religion. À l'issue des guerres de religion, force est de constater qu'on n'est plus capable de s'entendre sur une fin ultime. On n'est plus capable de s'entendre sur ce qu'est accomplir son humanité. Pour les uns, les catholiques, le salut, ça passe par les bonnes œuvres. Pour les autres, sola fide, sola gratiae. Et puis très vite après, on ne s'entend plus non plus simplement sur l'existence même du salut. Et on débouche sur la philosophie du contrat. Que je sois chez Hobbes, que je sois chez Locke, c'est différent chez Rousseau, mais il n'y a pas de véritable finalité sur laquelle les hommes peuvent s'entendre. La seule finalité possible, c'est une finalité en creux. C'est l'accumulation de moyens, c'est l'enrichissement matériel. Et donc effectivement, la spiritualité moderne, c'est l'enrichissement matériel, c'est l'accomplissement matériel, parce que finalement, c'est la seule forme d'infini, nous dira le consumérisme, qu'on peut atteindre
ici-bas. Évidemment, aujourd'hui, c'est l'échec de cette spiritualité. Arrive l'Anthropocène, arrivent les menaces dont j'ai parlé, arrivent les dommages transcendantaux, l'accomplissement par l'enrichissement. Déjà, ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait que depuis le début des années 70, on voit que ça ne marche plus, qu'on n'augmente pas son bien-être. Une fois qu'on a atteint un certain standard de confort matériel, on ne s'accomplit plus. Et on est face au vide. On est face à l'angoisse. Et donc aujourd'hui, on voit bien que on est obligé de reposer la question de la spiritualité comme qu'est-ce que ça signifie qu'accomplir sa propre humanité. Et si je reviens aux deux sens, on voit bien que c'est le changement du sens transcendantal dans notre histoire européenne qui a abouti à une métamorphose de la spiritualité comme accomplissement ultime, puisqu'on ne l'a vu que dans le consumérisme. Et que cette vision, cette affirmation de la spiritualité est un échec et ouvre l'effondrement. Alors, l'encyclique du pape François Laudato Si est vraiment assez géniale sur le sujet. Pour bien la comprendre, il faut rappeler les trois grandes postures qu'on trouve dans les livres de la Genèse. La première, c'est Genèse 1,28, mais peu importe, c'est dominer la terre, soyez craints des animaux, etc. C'est ce qu'on appelle la posture despotique. Deuxième posture, c'est la posture qu'on appelle de l'intendance. C'est lorsque Dieu, après avoir créé le monde, avant la création de l'homme, donc avant le sixième jour, regarde ce qu'il a créé, et puis, somme toute, il est très satisfait et il dit « cela est très bon ». Ce qui se traduit très clairement, tout ce qui est créé a de la valeur, possède une valeur intrinsèque, comme diront les éthiciens de l'éthique environnementale, indépendamment de quelque usage, de quelque relation que ce soit aux êtres humains. Fondamental. Troisième posture, c'est celle qui est liée, toujours dans la Genèse, au sens d'Adam. C'est la terre, au sens de l'humus. L'humus, l'humidité, l'humanité. L'humanité est tirée du sol, et donc, à ce titre, elle est à l'égal de toutes les autres espèces. Elle ne jouit pas de supériorité. Et donc, le pape François se situe entre les deux, l'interprétation de l'intendance, l'interprétation turenne, qui est en fait l'interprétation franciscaine, mais qu'on trouvait dans la patristique avant, et du coup, ça permet de réinterpréter autrement la domination comme simplement imago Dei. On est aussi image de Dieu, tout en étant à égalité avec les autres espèces. Et il est clair qu'à partir de ce moment-là, si le donné est digne, on n'a pas à le transformer de tous azimuts. Il y a dans la nature, pour autant qu'en même temps, c'est tout le jeu, on est despote et en même temps égaux, en même temps on doit reconnaître la dignité du donné, on redonne toute sa place à la contemplation, on redonne toute sa place à un homme qui n'est qu'un élément de la création et qui en dépend, et qui doit la préserver. Et petit à petit, on arrive à ce qu'il appelle l'écologie intégrale. C'est-à-dire l'écologie intégrale, elle couvre aussi bien la relation à l'ensemble du vivant, à la relation à notre corps, qu'à la relation des hommes les uns aux autres avec la question de l'égalité, qui est fondamentale. Quand il dit que le cri des pauvres, il reprend Leonardo Boff, le cri des pauvres et le cri de la création, c'est le même cri. Et donc l'écologie intégrale, c'est une écologie de justice et de spiritualité. Et c'est probablement le fondement d'une toute autre manière d'interpréter la démocratie et de revenir sur ses finalités. Et de réinterpréter autrement comment on peut reconstruire une autre forme de démocratie, peut-être après l'effondrement. Mais en tout cas, ce n'est plus la même démocratie. Alors comment je vois l'avenir ? Question très difficile parce que on est à un moment de bifurcation, ça je n'ai aucun doute. Autre sujet sur lequel je n'ai aucun doute, c'est que ce que nous avons vécu, c'est pas ce que nous allons vivre. Et on va vivre probablement très différemment. À partir de là, s'arrêtent mes certitudes.
C'est-à-dire que la manière dont les choses peuvent se déployer est riche de potentialités, dont certaines, au bout du compte, sont probablement très intéressantes. Mais le problème, c'est que ces choses intéressantes, je ne sais pas si on va les aborder rapidement ou à l'issue d'une très longue traversée et très douloureuse. Et je dirais que la manière dont nous allons entrer dans le tunnel risque d'être assez déterminante. Si on y rentre comme des abrutis, ce qui est peut-être le plus probable, hein, c'est-à-dire dans le déni, dans la contraction, dans le refus de changer, dans une montée aux extrêmes de la stupidité et de la violence, je pense alors que le tunnel risque d'être extrêmement long. Pensons à la Grèce. On les a mis dans une condition où on ne voit pas comment ils peuvent puiser dans leurs ressources positives. Si en revanche, on y rentre avec une certaine forme de conscience, en se disant de toute façon, effectivement, on ne pouvait pas éviter, commençons à nous organiser autrement, commençons à réfléchir, ménageons peut-être des petites communautés, des poches de résilience. Alors là, peut-être que le tunnel peut être éclairé, et joliment éclairé. Mais maintenant, quelle est la plus probable ? Je n'en sais rien. Celle que je souhaite, c'est évident, ce n'est même pas la peine que je vous le dise.